Chère communauté Morocco bienvenue dans cette session spéciale que vous allez certainement beaucoup apprécier, puisqu'on va parler des sujets intéressants autour de l'intelligence artificielle, de stratégie, d'éducation, de recherche et bien d'autres. Nous avons le grand plaisir d'accueillir dans cette session spéciale, avec un invité aussi spécial, professeur Mohamed Najim. Vous l'avez certainement reconnu, mais pour les personnes qui ne le connaissent pas, donc je vais vous donner un bref aperçu. Professeur Najim, donc il a enseigné à Rabat, Toulouse, Bordeaux, Berkeley et bien d'autres universités. Durant sa longue carrière, le professeur Najim, actuellement professeur émérite à l'Université de Bordeaux, il a pu cumuler une grande expérience dans le domaine de l'enseignement et de la recherche à l'international. Sa plus grande fierté, sa communauté d'anciens doctorants qu'il a formés et qui exercent actuellement dans plus de 10 pays. Il est aussi fondateur et premier directeur de l'INSIAS. Il a noué plusieurs partenariats de recherche avec plusieurs organismes. Je citerai l'OCP au Maroc, Total en France et j'en passe. En plus d'une douzaine d'ouvrages qu'il a publiés en traitement de signal et des images, il a mené des recherches approfondies sur les stratégies des politiques de la science et de la technique dans plusieurs pays, notamment le Maroc, la France, la Chine, Cuba, etc. Et il a rédigé, à la demande de feu M. Mziane Belfreh, un rapport sur la structuration de la recherche au Maroc. La liste est longue, mais je vais m'arrêter là pour qu'on puisse profiter de cette session spéciale afin de poser plusieurs questions. Professeur Najim, merci d'avoir accepté notre invitation. Et pour bien commencer, puisqu'on va parler de l'intelligence artificielle, on aimerait bien définir bien évidemment de quelle IA parle-t-on. Comme vous le savez, depuis l'invention du terme intelligence artificielle par John McCarthy en 1956, les scientifiques et chercheurs ne se sont pas mis d'accord sur une définition unique. Pour vous, professeur Najim, c'est quoi l'IA exactement? Vous savez, moi, je ne m'attache pas aujourd'hui à la définition. J'essaie de voir un peu sur le plan historique comment les choses se sont présentées. Je pense qu'on ne peut pas parler d'IA sans parler de Norbert Wiener. Norbert Wiener était vraiment un visionnaire. D'abord, un cerveau exceptionnel. Vous savez qu'à 12 ans, il est rentré à l'université. À 18 ans, il a soutenu son PhD au MIT et à 22 ans, il était professeur. Il était à la fois mathématicien et biologiste. C'était aussi quelqu'un, un non-militariste. Et on lui avait demandé de faire partie du programme Manhattan, qui était le programme qui était lancé pendant la Deuxième Guerre mondiale pour la réalisation de la bombe atomique. Il avait refusé. Et puis finalement, ça l'a fait beaucoup réfléchir, le fait que les politiques puissent utiliser des armements et qu'on puisse déclarer la guerre. Et puis il s'est dit, au fond, si au lieu que ce soit des hommes et des femmes qui prennent des décisions, on laissait le soin à des machines de prendre ces décisions, probablement il y aurait moins de guerre. Et donc, vous voyez, ce sont des idées qui ont germé pendant la période de la guerre, dans les années 40, et que lui a formalisé dans un livre qui est très célèbre, qui s'appelle Cybernetics, qui a été publié en 1948. Donc, si vous voulez, ces idées, ensuite, il y a un aspect ingénierie qui a été développé par quelqu'un qui s'appelle Xian Chu, qui était chinois, mais lui, à lui tout seul, il mérite une conférence, mais ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, qui a publié le premier livre en 1954 ou 1955 sur Cybernetics Engineering. Et en fait, quand on lit ce que disait à l'époque de Wiener et d'autres qui étaient de la même génération, vous savez, Turing, von Neumann, tout ce monde-là était dans la même génération. Et puis quand on lit aussi un auteur de science-fiction qui s'appelle, que beaucoup de jeunes connaissent, ou peut-être pas, qui s'appelle Isaac Asimov, qui lui est un auteur de science-fiction, mais qui a aussi l'avantage d'avoir une très grande culture scientifique, puisqu'il est diplômé de Columbia. Donc on voit que ce qu'aujourd'hui s'est cristallisé autour du mot finalement intelligence artificielle, c'est-à-dire finalement de faire réfléchir, apprendre à la manière de l'esprit humain, c'est venu par plusieurs concours.
Et ceux qui, enfin, on peut attribuer le démarrage, mettre beaucoup de dates. Par exemple, si on prend Marvin Minsky ou Seymour Papert, qui ont créé le premier laboratoire d'IA, tous les deux ont été influencés par un spécialiste des sciences cognitives et de l'apprentissage. C'est l'enfant qui était professeur à Genève. Marvin Minsky, d'ailleurs, le cite. Et Seymour Papert a passé 5 ans avec lui à Genève. Donc, c'est-à-dire des personnes qui ont essayé à la fois de comprendre le processus d'apprentissage, c'est-à-dire les aspects cognitifs, et les idées anciennes qu'avait proposé, comment il s'appelle, Norbert Wiener, lui, c'est aussi sur les animaux. Donc, vous voyez que finalement, on a beaucoup parlé, si vous voulez, dans différentes phases de l'IA, il y a eu des moments de flux et de reflux. Oui. Et le flux le plus important, c'est à partir, je pense, même la date, c'est difficile, mais mettons à partir de 2010, de 2010, c'est quand on a eu entre les mains des outils, je dirais, numériques, c'est-à-dire en fait des ordinateurs de plus en plus puissants, à même de simuler un très grand nombre de fois des comportements qu'on ne connaît pas individuellement par rapport aux autres. Oui, intéressant. Vous nous avez remonté dans l'histoire, même avant 1956, l'invention du terme IA, et avant même Alan Turing en 1950. En tout cas, loin des définitions, on peut dire que l'IA maintenant, elle a un impact économique énorme. Et selon le cabinet du conseil d'audit britannique, PricewaterhouseCoopers, l'IA devrait apporter autour de 15,7 milliards de dollars à l'économie mondiale d'ici 2030. Et donc, vu l'importance que joue l'IA sur tous les secteurs, le gouvernement du Canada a été le premier pays à établir une stratégie nationale en IA en 2017. Et depuis lors, plusieurs pays ont établi leur propre stratégie adaptée à leurs besoins. Malheureusement, il n'y a pas de stratégie unique adaptée pour toutes les nations et chaque pays propose son propre modèle. Ma question pour vous, professeur Najim, quel modèle pour le Maroc? En effet, le nouveau modèle de développement nous a donné les orientations et directives stratégiques. On peut le considérer comme un référentiel, mais il ne nous présente pas le comment de la chose. Donc, à votre avis, quelle est la formule marocaine pour une bonne stratégie et surtout comment s'assurer de sa bonne déclinaison? D'abord, le fait, sur la question qui est frappante, qu'il y a beaucoup d'argent, c'est de se poser la question de la distribution de cet argent. Aujourd'hui, il y a très peu d'entreprises qui effectivement qui sont présentes dans ces créneaux, donc ce qu'on appelle les GAFA, les grands groupes. Mais ça, c'est juste pour répondre aux chiffres qui est très important. Vous savez, il y a deux aspects. Je dirais il y a un aspect granulaire et un aspect agrégé. L'aspect granulaire, c'est de regarder l'IA comme un domaine et dire quelle stratégie. Moi, personnellement, j'ai une vision assez globale. Je parle du Maroc. C'est-à-dire qu'on ne peut dissocier le développement de l'IA d'une politique de la science et de la technique qui donne les moyens et qui définit une stratégie globale sur la politique de la science et de la technique. Définir une stratégie globale, c'est ne pas dire je vais travailler sur tout azimut, sur tous les champs. C'est-à-dire que le pays se décrète une des priorités. Je veux dire, priorité numéro 1 dans la science, d'abord, priorité dans la science et la technique, de la science et de la technique. 2, à l'intérieur des sciences et techniques, où donner la priorité. Peut-être qu'on y reviendra un peu plus tard dans une question que vous avez prévu de me poser sur la politique de la science et de la technique. Maintenant, pour en revenir à l'IA. Aujourd'hui, la richesse, je dirais, de l'IA, ceux qui font de l'argent, ceux qui développent, c'est ceux qui ont de la data. C'est-à-dire aujourd'hui, le minerai, si vous voulez, le fuel d'aujourd'hui, c'est la donnée. Et les gens s'arrachent la data, la donnée, enfin, je parle en français, comme la conférence c'est en français, la donnée, c'est de l'or. C'est-à-dire, on l'achète à tous les prix, on la pille, on la vole, on la a. Et en fonction de ça, on définit des stratégies, même pour l'acheteur, pour le vendeur, pour tout ce qui nous entoure, pour la médecine, donc pour tous les champs. Est-ce que le Maroc peut développer une activité dans le domaine de la collecte de data? C'est trop petit, et puis il n'a pas la présence au niveau international. Maintenant, au niveau de l'IA,
à mon avis, ce qui peut vivre et survivre dans un champ, c'est quand un domaine scientifique est rattaché à une préoccupation locale, à une préoccupation endogène, c'est-à-dire un arrimage endogène. L'arrimage endogène donne de l'oxygène à ceux qui ont une activité ou qui veulent développer une activité. Il y a des domaines aujourd'hui qui sont assez ouverts au sein de l'IA et on a besoin que de son intelligence. Ceux qui pourront dire, mais on n'a pas besoin de calculateur, ben je crois qu'il y en a un à Ben Grir qui est sous-utilisé. Donc, ce ne sont pas les moyens aujourd'hui qui peuvent faire défaut, mais maintenant de dégager une réflexion sur nos richesses, c'est-à-dire quels sont les produits, quelles sont les matières, quels sont les atouts qu'a le Maroc, et de greffer dessus une activité. Moi, je n'ai pas peur de commencer avec une activité applicative, parce que souvent, en travaillant sur des problèmes appliqués, on peut déboucher sur des problèmes qui demandent une formalisation plus fondamentale et qui amènent une reconnaissance scientifique au niveau international de ceux qui l'ont porté. Je peux vous donner 1000 exemples sur le Maroc. En ce qui concerne de l'IA, vous savez, il y a des courants qui sont boîte noire. J'ai une boîte noire, je l'utilise, mais je ne sais pas trop ce qui se passe dedans. C'est une question qui est aujourd'hui ouverte. Elle demande une réflexion, avoir des backgrounds sur le plan scientifique, et les Marocains qui aujourd'hui exercent en tant qu'ingénieurs, c'est en fait la population, ont ce background au Maroc. Je dis spécifique au Maroc parce que dans d'autres pays, les mathématiques n'ont plus la place qu'elles ont. Elles l'ont encore dans les lycées qui fonctionnent bien. Donc, il y a, je dirais, la formation de base. Cette formation peut aller vers les champs qui sont encore ouverts. Comment ça, on reviendra tout à l'heure à ce qui est beaucoup plus agrégé sur la politique de la science. En d'autres termes, l'intelligence humaine est capable de trouver des niches et surtout, pour que l'économique puisse reconnaître effectivement ces acteurs, il y a lieu d'avoir un tant soit peu une liaison avec le secteur économique. Parlons de la science et la technique. Je voudrais bien faire un focus sur l'intelligence artificielle. D'après quelques chiffres, le nombre de publications dans les revues d'intelligence artificielle a augmenté de 34,5% de 2019 à 2020. Un pourcentage de croissance beaucoup plus élevé qu'entre 2018 et 2019 en 19,6%. Donc, il y a un focus dans toute la recherche scientifique. Il y a ces publications qui augmentent. Aussi pour le nombre de brevets en intelligence artificielle déposés en 2021 est plus de 30 fois supérieur à celui de 2015, affichant un taux de croissance annuel de 76,9%. Donc, si on part de la recherche scientifique, bien évidemment, en général, et on fait un focus sur l'IA, oui. qui pourra avoir un impact énorme. Vous avez raison. Vous avez raison. Aujourd'hui, vous savez, il y a 50 ans, on disait que être illettré, ce n'est pas ne pas savoir lire et écrire, mais c'est de ne pas avoir les rudiments de l'informatique et de ne pas savoir utiliser un ordinateur. Vous voyez, donc on avait donné l'introduction de l'informatique a amené à transformer la manière de percevoir la connaissance. Aujourd'hui, l'IA est devenue une discipline transversale, c'est-à-dire à toutes les disciplines, depuis les sciences humaines jusqu'aux technologies de pointe des matériaux, de la santé, tous les champs. Et donc, il est normal que finalement, dans tous les champs disciplinaires, il y a un croisement. Il y a un croisement qui donne. Vous savez, on a organisé le groupe dont je fais partie, que j'avais créé, il a organisé la plus grande conférence mondiale de traitement d'images, ça s'appelle ICIP, il y a 2 mois à Bordeaux. Je n'ai pas fait de statistiques, mais je pense qu'il y a 30 ou 40%, peut-être même 50% des publications, il y avait un croisement avec le deep learning et l'intelligence artificielle. Si vous voulez, ça c'est l'aspect, je dirais, positif. Enfin, il ne faut pas dire s'il est positif, on va simplement le constater de manière objective. Mais il y a aussi, je dirais, c'est un peu des aspects comme on appelle survendus, comme on dit dans la bourse. Et des fois, on croit redécouvrir des choses alors qu'ils existaient déjà il y a 40 ou 50 ans. Mais
pour répondre à votre question, oui, il y a effectivement une progression considérable parce que toutes les disciplines se nourrissent aujourd'hui de l'IA. Mais je ne sais pas quelle va être votre prochaine Oui, question. je voulais bien passer vers le doctorant en tant que levier Alors, peut-être j'ai juste un principal. petit. Mhm. Oui, d'accord. Avant d'aller au doctorat, juste, vous savez, il y a des outils. Je donne un exemple parce que j'ai été impliqué dans les années 70 quand j'étais. Le reinforcement, vous voyez, qui est aujourd'hui un outil. Mais vous savez, c'est un outil qui a toujours existé, qui a été publié, on en a parlé dans les années 60-70. Et quand j'étais à Rabat, un membre du groupe a publié un livre chez Springer Verlag sur les systèmes d'apprentissage. Le reinforcement est sorti du contrôle de automatic control. Je préfère le terme anglo-saxon dans les années 70. Et l'école russe a beaucoup contribué à la mise en évidence d'outils mathématiques d'apprentissage liés sur les renforcements, qui aujourd'hui est un outil. Mais les personnes plus jeunes, moi, bien sûr, parce que je suis passé par plusieurs phases, donc j'ai travaillé un peu, je fais le lien, mais les personnes plus jeunes, et ce n'est pas de leur faute, ne font pas toujours le lien. Donc, il y a aujourd'hui beaucoup de choses qui se font dans le média, mais il faut faire aussi être attention et prudent. Après tout, enfin, quand je dis prudent, plutôt avoir en tête qu'il y a des choses qui ont existé sous une autre forme. Et puis, on revient au doctorant. Donc, quel rôle joue le doctorant, effectivement, dans cette grande sphère de recherche scientifique et Bah, comment il peut avoir un impact sur l'avancement de la recherche? vous savez, le doctorant, moi, quand j'en parle, je ne peux m'empêcher de dire c'est de l'or en barre. Oui, c'est de l'or en barre. C'est comme vous avez une mine. Vous savez, nous, enseignants, nous, chercheurs qui dirigeons des doctorants, c'est avec eux que nous apprenons. Vous voyez, moi, quand je donne un thème sur quelque chose qui m'intéresse ou à un moment donné, parce que ça m'a été proposé par l'industrie, me donne un thème, je le découpe au ciseau, je donne des tranches à des étudiants, à des doctorants, j'apprends avec eux. Eux, ils ont le thème, ils travaillent 24 heures sur 24 sur le thème. Moi, si j'ai 4 doctorants, mais j'ai d'autres tâches d'enseignement, de temps en temps, je discute, enfin tous les jours, je vois mon doctorant, je discute avec lui, j'échange avec lui et j'apprends avec lui. Un très bon doctorant contribue aussi à vous faire apprendre et à prendre du recul à ce que vous faites. Et vous lui apportez l'expérience et vous lui apportez la critique. Et c'est un échange qui est permanent. Donc, pour construire quelque chose, on a besoin des doctorants. C'est vraiment le nerf de la guerre. Et un très bon doctorant, c'est une perle. Vous savez, des fois, vous donnez un sujet qui est exceptionnel. Si vous avez un mauvais doctorant, il va essayer de vous montrer que rien ne marche. Vous donnez un sujet qui ne paraît pas difficile, on dit oui, effectivement, au bout d'un an ou 2 ans, on peut aboutir, à quelqu'un qui est brillant. Il va vous sortir des choses inattendues et exceptionnelles. Donc la qualité, vous savez, vous avez 3 choses dans l'activité. Vous avez l'encadrant, c'est-à-dire celui en cadre qui donne le thème, qui impulse. Lui, il oriente des choses sur 10 ans, sur 15 ans, en fonction de ce qu'il entend, de ce qu'il voit. Vous avez le sujet et vous avez le doctorant. Le doctorant, c'est à 70%. Enfin, je n'ai pas fait de statistiques. Ouais. Et en ce qui me concerne personnellement, j'ai eu la chance d'avoir des doctorants de toutes les nationalités, à la fois quand j'étais au Maroc et ici. Mais je dois dire que certains métiers lucratifs éloignent les très bons doctorants des laboratoires. Ouais, ouais. Et effectivement, pour les doctorants, et si je fais encore une fois un focus sur l'informatique et plus sur le focus sur l'intelligence artificielle, d'après l'enquête annuelle de la Computing Research Association, au cours des 10 dernières années, les doctorants de l'intelligence artificielle sont passés de 14,2% du total des doctorants en informatique délivrés aux États-Unis. J'ai juste les chiffres aux États-Unis et à environ 23% en 2019. Donc, il y a encore une fois une croissance. Ce que je voulais dire, Oui, professeur Najim, c'est, puisqu'il y a une croissance là, est-ce que c'est vrai que je comprends que vous voulez, votre avis, c'est avoir une stratégie transversale, mais si on fait un focus beaucoup plus sur l'IA et avec ces chiffres qui sont en train d'augmenter, on ne peut pas faire des sauts rapides
qui peuvent nous faire gagner un petit peu de temps? Quelle est votre analyse peut-être? Vous savez, je donne un exemple. Prenez dans quel établissement aujourd'hui, sauf quelques un ou deux établissements privés qui disent voilà, moi j'ai deux doctorants, je leur donne 10 000 dirhams par mois. Donc pour moi, c'est exotique, c'est peanuts. Ça n'est pas significatif. Quel est l'établissement académique dans lequel on peut préparer des thèses aujourd'hui au Maroc, où vous pouvez prenons un étudiant qui a fait une très bonne formation dans une école d'ingénieur, bac+5, qui veut aller. Quel est l'établissement aujourd'hui où il peut avoir un encadrement de valeur? Vous trouvez peut-être un enseignant mettant à l'INSIAS, un qui est perdu mais cette espèce est en voie de disparition. Beaucoup d'enseignants du supérieur vont partir à la retraite, un nombre considérable. On n'a pas de quoi les remplacer. Donc, il y a une crise, si vous voulez. Cette crise qui touche les autres domaines, malheureusement, elle ne peut pas épargner le domaine de l'IA. Alors que aujourd'hui, l'IA est devenue transversale. Vous l'avez tout à fait au début. Donc, quand vous avez donné deux indicateurs, mais qui vont dans le même sens, à mon avis, c'est le nombre de publications qui augmente et la proportion du nombre de doctorants. Et même ceux qui ne travaillent pas dans des structures IA, dans leur doctorat, aujourd'hui, il y a une part importante des approches de IA. Donc, c'est partout. Oui, et parlons de l'ingénierie et de la recherche scientifique. Actuellement, et surtout, on voit quelle est la frontière entre les deux. C'est-à-dire que maintenant, les chercheurs en intelligence artificielle, ils peuvent faire de la recherche dans des laboratoires de recherche, etc. Et aussi, euh, ils sont aussi, bien évidemment, ils ont des offres et des opportunités ailleurs. Maintenant, j'ai fait un focus en général, ce n'est pas un cas particulier, mais dans le monde entier du secteur industriel. Donc, l'université n'arrive plus à garder ses enseignants. Et le secteur industriel présente des opportunités meilleures. Donc, dans ce cas-là, est-ce qu'on va perdre un petit peu la notion de la recherche académique ou bien quelle est la frontière entre l'ingénierie et la recherche elle-même? Euh, Vous savez, cette question, ce problème a toujours existé. Il a toujours existé dans des carrières d'ingénieurs et les carrières de l'enseignement supérieur, qui sont parallèles. L'une est plus lucrative que l'autre. Ça a toujours existé. Peut-être aujourd'hui, ça s'est accentué, mais ça a toujours existé. Maintenant, sur le temps des disciplines, moi, personnellement, je me situe dans ce qu'on appelle les disciplines de l'ingénieur. Et je suis dans la discipline la plus formalisée, parmi les plus formalisées, ce qui fait qu'on se nourrit beaucoup de mathématiques. Il n'y a pas de segmentation, je dirais, interdisciplines. Les mathématiques restent pour nous tous la mère nourricière pour quand il y a des goulots, d'étranglement. Et aujourd'hui, les disciplines de l'ingénieur sont à côté de les disciplines, je dirais, de base, les mathématiques, la physique, la chimie, la biologie, une discipline qui à la fois se nourrit de ces disciplines et qui va dans le domaine de l'ingénierie, c'est-à-dire qu'elle s'oriente vers les applications. Et c'est l'interface entre les universités, tout au moins dans les pays industrialisés, et l'environnement socio-économique. C'est-à-dire que quand il y a des goulots d'étranglement, comme par exemple une entreprise, je parle des grandes entreprises qui mettent beaucoup d'argent pour la R&D, en général, elles vont vers l'université. Vous avez beaucoup de personnes, une proportion de plus en plus importante de personnes qui quittent je dirais, la fonction d'ingénieur pour aller vers l'enseignement supérieur. Je donne juste un exemple. L'école polytechnique en France, qui est une école très prestigieuse, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de recherche à l'école polytechnique. Donc, on voyait tous les classements, ça c'est pour d'autres raisons. Je pense qu'actuellement, mais là je vous donne des chiffres de tête parce que je ne les ai pas vérifiés avant de vous donner la conférence, je crois qu'il y a peut-être une vingtaine ou trentaine d'années ou 40 ans, il y avait un ou deux, quelques pourcents parmi les lauréats de l'école polytechnique qui vont vers la recherche. Or aujourd'hui, je crois, je peux peut-être me tromper, tu as vérifié, je crois qu'après un étudiant sur quatre
c'est-à-dire parmi les ingénieurs qui vont faire une carrière de recherche. Et c'est très bien, c'est-à-dire c'est une intelligence, c'est une formation, j'ai dit l'intelligence, elle est également répartie. Disons que c'est une formation comme de grande qualité, avec beaucoup de mathématiques et de disciplines de base. C'est une source d'enrichissement. Mais souvent, donc surtout le cas du Maroc, d'abord le cas du Maroc, aujourd'hui il y a crise de l'université. Donc, quand on sortira de cette crise, j'espère qu'elle ne va pas durer éternellement. À ce moment-là, on pourra se poser le problème de salaire, comment faire pour attirer les ingénieurs et comment faire aussi pour faire venir les personnes de la diaspora. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure, professeur Nagir, de meilleures universités internationales dans le monde entier. Il y a une enquête AI Index qui a été menée en 2020 qui suggère que les meilleures universités du monde ont augmenté leurs investissements dans l'enseignement de l'IA au cours des 4 dernières années. Le nombre de cours enseignés aux étudiants en IA au niveau du premier cycle a augmenté de 100% et des cycles supérieurs ont augmenté de 41,7%. Vu que cette IA-là, si on peut la considérer comme un outil qui peut être utilisé dans la géographie, dans la data, dans les cours de géographie, de l'histoire, dans beaucoup de choses, est-ce que vous pouvez avoir, je ne sais pas, est-ce que pour avoir un impact sur l'éducation, l'enseignement, est-ce qu'il y a est-ce que c'est le moment de pouvoir repenser l'éducation en elle-même, puisque maintenant la machine, je ne vais pas l'appeler machine, on va appeler ces outils-là qui vont pouvoir collaborer avec l'humain. Est-ce que c'est pas le moment pour pouvoir repenser l'éducation elle-même? C'est une question tout à fait à la fois pertinente et je crois, enfin, je ne porte pas de jugement, je dirais, sur. C'est vrai, c'est une question fondamentale aujourd'hui. Elle recoupe en fait les deux premiers points que vous avez soulevés. Il y a de plus en plus de publications et de plus en plus de doctorants. Et forcément, donc, dans la mesure où cette discipline pénètre tous les champs d'activité, le système éducatif doit en prendre compte et lui donner une place plus importante. Le problème, c'est que quand je regarde le système éducatif marocain, activité au niveau de l'IA, elle est peu différente de zéro. Je regarde au niveau du traitement d'image, même d'autres disciplines, elle est peu différente de zéro. Et l'IA, malheureusement, est dans le même cas. Alors qu'aujourd'hui, c'est effectivement une discipline transversale dans tous les champs. Mais vous avez soulevé un peu de manière juste, je dirais, entre deux phrases, les problèmes qui sont des problèmes sociétaux aujourd'hui de l'IA. Là, tout à fait à la fin, c'est passé entre deux phrases. Oui, aujourd'hui, si vous voulez, ce développement pose des problèmes sociétaux qui sont majeurs, qui sont quand même majeurs, de communication entre l'homme et la machine, et du fait que la machine se substitue à l'homme dans beaucoup de champs, et que même certains veulent mettre des puces dans les cerveaux. Il y en a un qui se propose déjà comme être cobaye, c'est le nouveau propriétaire de Twitter. Et ça pose des problèmes sociétaux. Il y a aussi aujourd'hui, c'est quand même des problèmes sociétaux. Est-ce qu'on va laisser la décision de souveraineté au niveau d'un État, au niveau d'un groupe, au niveau d'une personne, à des grandes entreprises? Ces grandes entreprises, et c'est leur boulot, elles veulent faire de l'argent, elles développent du bénéfice. Et aujourd'hui, on les compte sur les doigts d'une main. Donc là, il y a une centralisation des pouvoirs et des données sur les personnes au niveau mondial, et que ces entreprises deviennent plus puissantes que les États, que les nôtres. Il y a un problème sociétal. Il y a un autre problème aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'IA est extrêmement consommatrice à la fois de moyens de calcul et de moyens énergétiques. Et il y a un très bel article qui est sorti, enfin, il y a pas mal d'articles dans le numéro le magazine de Signal Processing du mois de septembre, donc il y a à peine 2 mois, sur quelqu'un qui faisait de l'IA et qui un petit peu change sa orientation en parlant des problèmes énergétiques. Oui, l'IA, c'est bien, elle se développe, il faut développer son enseignement, c'est une chose. Mais il faut aussi avoir présent en tête les problèmes d'éthique, les problèmes sociétaux, les problèmes énergétiques.
C'est intéressant, surtout que vous avez évoqué des points intéressants concernant l'éthique, les problèmes L'éthique, oui. sociétaux, et pour développer une IA responsable et non pas, voilà, pour l'humain, en fin de compte. Et voilà, puisqu'on a parlé des problèmes sociétaux, il y a plusieurs acteurs qui peuvent être impliqués. On parle souvent des acteurs publics et du secteur privé. Qu'en est-il de la société civile, à votre avis, professeur Najib? Bah, vous savez, la société civile, c'est à la fois la source qui alimente, qui peut titiller les pouvoirs, quels qu'ils soient, et titiller, et aussi de faire un contrepoids. Dans les structures démocratiques, le contrepoids au pouvoir, qui peuvent être des pouvoirs démocratiques ou non. Donc, s'ils ne sont pas démocratiques, la société civile n'a pas de moyen d'expression. Mais j'ai dit quand elle peut s'exprimer, comme le cas du Maroc. Il suffit de créer une ONG, elle peut s'exprimer sur tous les champs aujourd'hui. La société civile joue un rôle très important parce que elle peut aussi alimenter les décideurs politiques. Moi, à mon modeste niveau, à mon très modeste niveau, j'ai essayé de sensibiliser aux politiques de la science et de la technique et j'ai proposé une série d'émissions à Sylla Alechi, le directeur général de la Société nationale de radio et de télécommunications. D'ailleurs, je crois que je vous ai envoyé un document que vous pourrez d'ailleurs circuler aux acteurs. Je crois que la société civile peut jouer un rôle important et elle doit le jouer. Parce que les politiques quand il y a des élections, est dans une vie de 4 ans, de 3 ans, et au-delà, on change de Parlement ou de Sénat. Donc, il joue sur la courte durée. Mais il y a des aspects qui méritent qu'on s'occupe d'eux parce qu'ils sont sur une longue constante de temps. Et donc, il y a la conjugaison du pouvoir au niveau le plus élevé et de la société civile qui peut alimenter de ses préoccupations. Faire par exemple une série d'émissions au Maroc sur la science et la technique et en quoi la science et la technique est un outil de développement, je pense que c'est éducatif et ça permet également à ce que l'on se mobilise sur la politique de la science et de la technique. Maintenant, l'autre aspect que vous avez dans votre question, c'est le secteur public et privé. Ben, vous savez, moi, je suis très mal placé pour faire la part des deux, parce que quand j'étais au Maroc, je travaillais et les fonds provenaient à 80% du secteur privé, c'est-à-dire avec les entreprises, et ici à 80% avec le secteur privé. Ce qui fait que dans le domaine des disciplines de l'ingénieur, vous avez une très forte interaction entre, si vous voulez, ce qui est académique et le secteur privé. Maintenant, la place, vous savez, le privé, il a une finalité, c'est qu'ils investissent de l'argent, ils veulent avoir un retour. Donc, c'est souvent à court terme. Le public, on investit, c'est sur long terme. Des domaines comme la médecine ou comme d'autres domaines sont en général portés par le secteur public. Je parle de la recherche. Mais pour moi, dans les pays à structure libérale, il y a existence des deux secteurs, de l'État et du privé, dans le cadre de règles qui sont définies par l'État en concertation avec les acteurs privés. Donc on ne peut pas jeter la pierre ni l'un à l'autre, chacun a sa place et le système se régule par des conventions et par des lois. Intéressant, professeur Najim. Donc, notre session touche à sa fin. Donc, peut-être un dernier mot que vous voulez bien partager avec notre communauté Morocco AI et toute la communauté qui vont pouvoir vous suivre. D'abord, je voudrais vous remercier pour m'avoir invité et m'avoir donné l'opportunité de parler à tous ces jeunes. Je dois être le plus vieux parmi tous, comme vous allez m'entendre, le plus âgé comme pour être plus comme politiquement correct. Et je voudrais dire la chose suivante. Vous savez, quand le Maroc veut, il peut. Quand on regarde un certain nombre de grands projets des grands barrages, projets des routes, projets de Tangémet, la manière dont le Maroc a géré la pandémie
la pandémie du Covid, le TGV. Donc, quand il peut, quand il veut, il peut. Et puis le dernier exemple que nous avons tous vécu hier soir, c'est la Coupe du Monde. Voilà des Marocains. C'est la diaspora. Merci beaucoup, professeur Najim, pour ce mot de fin qui encourage tous les jeunes qui vous suivent. Et chère communauté marocaine, n'oubliez pas ce mot de fin, quand le Maroc il veut, il peut. Il peut. Merci beaucoup. Et Voilà, merci. merci. Plein succès pour votre conférence. Au Merci revoir. beaucoup. Merci.